Voilà bientôt un an que la Russie a envahi l'Ukraine dans une guerre qui prend ses racines depuis la chute du mur de Berlin, à la fois dans la volonté de l'OTAN de s'étendre davantage vers l'Est, dernière étape à ce jour, avec le processus d'adhésion à l'OTAN pour la Finlande et la Suède, mais également dans la volonté de certains États des anciennes puissances soviétiques comme les pays baltes ou l'Ukraine d'assurer leur protection contre l'État russe qu'ils considèrent comme une menace légitime. Ce conflit prend également racine dans la volonté de la Russie de préserver sa sphère d'influence naturelle, dont la Crimée, qui lui donne accès stratégique à la mer Noire, et l'Ukraine, qui est un hub de distribution du gaz et un véritable grenier à blé. Cette guerre froide par peuple interposé s'est en réalité poursuivie insidieusement avec 5 événements majeurs. Bien, il faut avoir une compréhension minimale de la géopolitique afin d'avoir toutes les clés de lecture qui nous permettent de décrypter la réalisation des prophéties bibliques au travers des événements. Après cette introduction, nous allons vérifier 5 événements majeurs qui ont amené au déclenchement de cette guerre qui nous mènera vers la Troisième Guerre mondiale. 2004, Révolution orange. Il aura fallu un mois de manifestations ininterrompues et une pression populaire sans précédent depuis le scrutin frauduleux du 21 novembre pour faire reculer le pouvoir ukrainien. Il aura fallu aussi la vision du visage défiguré, empoisonné de Viktor Yushchenko, l'opposant réformateur, pour que le reste du monde prenne conscience de l'ampleur de l'enjeu. Gilles Rabin. La Révolution orange est un mouvement de contestation suite à l'élection présidentielle du 21 novembre 2004 qui proclamera Viktor Yanukovych, supporté par le Kremlin, vainqueur de l'élection contre l'opposant Viktor Yushchenko. Le mouvement est financé par de nombreux États occidentaux et la CIA aura une part très importante. À la suite des manifestations, la Cour suprême annulera cette élection pour un nouveau scrutin à la suite duquel Viktor Yushchenko sera proclamé vainqueur. Il amorcera le rapprochement avec l'Union européenne et avec l'OTAN. Sommet OTAN-Russie, guerre en Géorgie, 2008. Lors de ce sommet, Poutine avertira qu'en cas de poursuite de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, la Russie reconnaîtra l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en fixant l'Ukraine et la Biélorussie ainsi que la Géorgie comme ligne rouge absolue. Selon les transcriptions de ce sommet, il affirma qu'en cas d'adhésion à l'OTAN par l'Ukraine, ce pays cessera d'exister, la Crimée et l'Est de l'Ukraine seraient remis en question. Suivez la déclaration publique de Vladimir Poutine à l'époque. Les déclarations selon lesquelles ces missiles ne sont pas une menace directe vers la Russie ne sont pas satisfaisantes. La sécurité nationale ne peut se construire sur des promesses. C'est la première fois qu'il a été clairement déterminé que l'Ukraine sera dans l'OTAN. C'est un événement historique pour notre peuple et notre pays. En août 2008, la Géorgie sera envahie par l'armée russe. La menace est mise à exécution. Scène de guerre entre la Géorgie et la Russie. Au cœur du conflit, l'Ossétie du Sud. Depuis la nuit dernière, les combats sont particulièrement violents dans la ville de Tsingvali. Les militaires géorgiens ont décidé d'attaquer cette capitale autoproclamée d'Ossétie du Sud. Révolution du Maïdan, 18 février 2014. La révolution du Maïdan, dit également révolution de la dignité, conduira au départ en exil du président Yanukovych le 21 février 2014. Tout partira de la suspension en novembre 2013 de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne en vue d'un rapprochement avec la Russie. Une vague de soulèvements massifs fera tomber le gouvernement, Kiev deviendra hors de contrôle et des manifestants pro-russes seront lynchés et même brûlés vifs. Et une base ukrainienne de plus prise d'assaut par les forces russes et pro-russes en Crimée. Dans la foulée, la Russie annexera la Crimée avec une vitesse phénoménale. La Russie soutiendra militairement les séparatistes russophones de Donetsk et de Lugansk. C'est le début de la guerre du Donbass.
Russe a donc signé un accord sur le rattachement de la péninsule du sud de l'Ukraine à la Russie avec les nouveaux dirigeants pro-russes de Crimée. La signature de l'accord, qui prend effet immédiatement, a eu lieu après un discours de Vladimir Poutine dans lequel il a qualifié la... Nouvelle démonstration de force des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Ils ont pris d'assaut ce mardi le siège de l'administration de Lugansk, une capitale régionale de plus de 400 000 habitants. La police sur place n'a opposé aucune résistance. Il n'y aurait eu aucun blessé, seulement des dégâts matériels. Les assaillants ont immédiatement décroché le drapeau ukrainien et hissé celui de la Russie. Protocole de Minsk, 5 septembre 2014. Pour trouver une solution pacifique au règlement du conflit entre séparatistes pro-russes et l'État ukrainien, une délégation russe et ukrainienne ainsi que les représentants des républiques indépendantistes de Donetsk et Lugansk signeront à Minsk le 5 septembre 2014 un protocole dit Minsk 1. Cet accord ne sera pas respecté, il donnera lieu à un second accord dit Minsk 2 le 12 février 2015 en présence des chefs d'État François Hollande et Angela Merkel. C'est, je crois, un espoir sérieux, même si tout n'est pas encore accompli. C'est un espoir sérieux pour l'Ukraine. C'est aussi un soulagement pour l'Europe. Voici dans le détail le contenu de cet accord. 1. Cessez-le-feu bilatéral immédiat. 2. Surveillance du cessez-le-feu par l'OSCE. 3. Organiser une décentralisation des pouvoirs et autonomie locale temporaire des régions de Donetsk et Lugansk. 4. Surveillance permanente de la frontière russo-ukrainienne par l'OSCE et instauration d'une zone de sécurité. 5. Libération des otages et prisonniers. 6. Amnistie générale des belligérants. 7. Poursuite d'un dialogue national entre les parties. 8. Mise en place d'un couloir humanitaire. 9. Élections anticipées dans les régions de Donetsk et Lugansk. 10. Procéder au désarmement. 11. Mettre en place un programme économique pour favoriser la reprise des activités et l'économie locale dans le Donbass. 12. Assurer la protection personnelle des participants aux consultations. Vous pensez vraiment que cet accord bancal a été réalisé pour instaurer une paix durable ? Eh bien, sachez que dans une interview donnée au journal Die Zeit le 7 décembre 2022, Angela Merkel dira que les accords de Minsk n'avaient qu'un seul objectif, donner du temps à l'Ukraine afin de pouvoir se préparer à la guerre avec la Russie. Vous pensez que les Russes ne le savaient pas ? En vérité, la Russie était bloquée par l'obtention des JO de Sochi qui ont eu lieu fin 2014 avec un budget de 36 milliards d'euros, ce qui en fait les jeux les plus chers de toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. La Russie avait également les mains liées par l'événement sportif le plus suivi à travers le monde, la Coupe du Monde de football 2018. Avec un investissement de plus de 500 millions d'euros, il était impératif de ne rien faire qui puisse compromettre l'événement. Qui aurait cru qu'après de telles images de joie, de communion apparente, d'ambiance bon enfant, que l'affrontement déjà à cette époque était inévitable ? Ne vous fiez pas à son sourire et à sa bonne mine. Vladimir Poutine est un joueur d'échecs, il joue long terme et déjà au milieu des réjouissances. Il savait que la guerre avec l'OTAN n'était qu'une question de temps. Invasion de l'Ukraine, 22 février 2022. Des éclairs de feu dans la nuit. La terreur aussi. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Nous, les États-Unis d'Amérique, sommes aux côtés du peuple ukrainien. Parmi les sanctions déjà prises par les États-Unis, le gel des avoirs de la Banque centrale russe, le gel des actifs d'oligarques et des restrictions d'exportation technologique. Une guerre économique et financière totale à la Russie. Le gaz fourni aux pays inamicaux sera réglé en roubles. En d'autres termes, nous prévoyons d'abandonner toutes les monnaies indignes de confiance. Et le rouble est revenu et l'euro où il était avant la crise. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie a dit mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire.
le danger d'une troisième guerre mondiale est grave. Il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. То есть вопрос в том, что ее еще нужно избить. От Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунд. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придете. Вот вам картинка. Quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels entiers, alors ils doivent savoir qu'ils créeront une menace géopolitique pour nous et devront savoir qu'il y aura une réponse. Une frappe de réponse rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments que personne n'a aujourd'hui. Mais nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache. Russie. Regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. Pressée par ses partenaires et surtout par Kiev, l'Allemagne a donc donné tout à l'heure officiellement son feu vert à la livraison de chars Léopard 2 à l'Ukraine. Elle accepte aussi qu'ils soient réexportés à Kiev par des pays partenaires. Le chancelier Olaf Scholz va s'expliquer tout à l'heure devant le Bundestag. On rejoint tout de suite à Berlin notre correspondante Anne Maillet. Bonjour Anne, est-ce que vous avez davantage de détails sur ce qui va être livré précisément ? En dépit des avertissements de Vladimir Poutine, l'OTAN continue inlassablement de franchir toujours un peu plus les lignes rouges. Certains commencent à tirer la sonnette d'alarme. Des apparences, on n'a pas tant de munitions. On n'a plus rien, on est à l'os. On n'a plus rien. On est littéralement à l'os, ça fait 30 ans qu'on est dans le désarmement budgétaire unilatéral. Quand j'étais député, combien de discours à 2h du matin devant une assemblée vide ? Ça n'intéressait personne. Ce ne sera jamais assez, on met le doigt dans un engrenage. Oui, d'autant que vous avez des gens à Kiev, en Pologne, dans les Baltes, qui ne parlent pas seulement de reconquérir le territoire ukrainien occupé, parle de changer le régime à Moscou, d'en finir avec Poutine et d'en finir avec ce qu'ils appellent l'ADN impérialiste de la Russie. Non, mais on va commencer à l'envers. On les a pas, les chars. Ah, donc en fait, le troisième point, ne pas affaiblir, on a 400 chars. Il y en a 226 qui sont encore présents. Sur les 226, il y en a moins de 200 qui sont opérationnels. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer des chars, pas plus qu'on a les moyens d'envoyer plus de canons. Ça, c'est les chars Leclerc. On les aura vraiment tous vus. Celui qu'on voit là sur BFM TV, ça, c'est les nôtres, c'est nos chars Leclerc. Donc, je vous pose la question et je mets dans le plat. 1. Encore une fois de la menace nucléaire. 2. Plus généralement de l'escalade. Et je suis sûr que 2 personnes sur 3 qui nous regardent ne pensent qu'à ça depuis un quart d'heure. Vous ne cachez pas depuis des semaines votre extrême inquiétude sur l'évolution de cette guerre. Est-ce que vous croyez que cette nouvelle étape dans la fourniture d'armes à l'Ukraine nous fait franchir un pas supplémentaire vers une issue catastrophique ? J'ai déjà dit ces derniers jours, oui, nous devons faire plus pour défendre l'Ukraine. Oui, nous devons en faire plus également en ce qui concerne les chars. Mais le plus important et le plus crucial, c'est que nous le fassions ensemble et que nous ne jouions pas au jeu des reproches en Europe. Car nous menons une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres. Nous menons une guerre contre la Russie. Est-ce qu'elle était consciente du poids de ces mots ? Il y a vraiment que Macron qui est un penseur du en même temps pour nous expliquer qu'on fournit des armes de guerre et en même temps on n'est pas des co-belligérants. Mais bien sûr que si. Tout le monde le dit, Biden le dit, tout le monde le dit. Tout le monde a très très peur d'entrer en conflit direct avec la Russie. Mais nous sommes en conflit. Alors pour l'instant, Poutine n'a pas encore choisi ni le lieu ni l'heure. Mais si vous rentrez dans une coalition contre la Russie, il est bien évident que la Russie à un moment donné va s'occuper de nous. Pour l'instant, je pense qu'on va au-devant d'une troisième guerre mondiale. Gentiment, doucement, à bas bruit. Écoutez, Poutine n'est pas du genre à dire « Ah, vous me faites peur avec vos chars, je vais rentrer chez moi, j'ai bien compris, j'arrête ». Il y a une espèce de surenchère en disant nous allons donner désormais des armes létales. Il a dit, Poutine, nous allons brûler vos chars. C'est quoi brûler ? Moi, je parle pas russe, mais j'aurais bien aimé savoir quel était ce mot, ce qu'il signifiait. Ça veut dire quoi ? Brûler avec une bombe atomique, brûler avec d'autres chars. Il va y avoir des guerres entre chars, etc. On entre dans une guerre qui va peut-être dévaster l'Europe. Et quand on entre dans une guerre, la priorité, c'est la solidarité nationale et c'est la bonne entente entre les classes sociales. Bien. Emmanuel Todd, l'un des meilleurs penseurs de sa génération, géopolitologue, anthropologue, historien, démographe, entre autres, qui a vu dès 2004 la fin de l'hyperpuissance américaine après l'Empire et la fin de l'Union européenne à cause de son implication maladroite dans le dossier ukrainien et ce dès 2014. Je vous mets en lien les deux interventions hautement édifiantes
Pour quiconque veut avoir une lecture pluridisciplinaire des événements à la fois sur le plan sociologique, anthropologique, historique, géopolitique, démographique, des différents éléments ayant contribué à nous amener vers cette troisième guerre mondiale qui arrive, bien, le problème c'est qu'il y a encore des mystères et des énigmes, des facteurs inconnus pour lesquels M. Todd s'interroge, parce qu'il n'a pas les clés spirituelles, et nous allons essayer d'apporter les réponses à ces questions. Pourquoi les USA provoquent la Russie au moment où ils sont en guerre économique ouverte avec la Chine? Pourquoi les Européens foncent tête baissée vers un conflit de très haute intensité alors qu'ils n'ont pas les moyens de cette politique, ni en réserve d'hommes formés et qualifiés, ni en stock de munitions, encore moins en capacité industrielle à faire tourner des usines 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme le fait la Russie, qui tire 20 000 obus par jour sur l'Ukraine et dont l'économie est en croissance. On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. On prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les 2 ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. Pourquoi la France et la Grande-Bretagne, engluées dans des mouvements sociaux massifs, s'exposent dangereusement à être considérés comme co-belligérants avec l'emploi des canons César, des chars Challenger et dernièrement la proposition d'envoyer des avions par le Premier ministre britannique. Mais avant de répondre à cette question, un petit rappel historique sur cette histoire d'avion, c'était il y a 11 mois. C'est une proposition qu'ils considèrent comme non viable. Les États-Unis ont rejeté l'offre du gouvernement polonais. Varsovie proposait de fournir des avions de chasse à l'armée américaine pour ensuite les livrer aux forces ukrainiennes. Dans un tweet, le porte-parole du Pentagone a déclaré que les États-Unis continueront à consulter la Pologne et leurs autres alliés de l'OTAN sur cette question et les difficiles défis logistiques qu'elle représente. Mais la proposition de la Pologne n'est pas tenable. Cette proposition a également surpris les États-Unis. La Pologne avait affirmé être prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions pour les mettre à la disposition du gouvernement américain. Mais selon Washington, Moscou pourrait considérer qu'une telle assistance militaire est une implication directe de l'OTAN dans la guerre avec l'Ukraine. Les capacités de ces MiG-29 correspondent le plus aux besoins de l'Ukraine pour combattre la Russie. Ce sont d'ailleurs les seuls avions de combat de conception russe que les pilotes ukrainiens pourraient manier sans formation préalable. Le gouvernement polonais a invité les autres États membres de l'OTAN qui détiennent ces avions à suivre son exemple. Il était question à l'époque que la Pologne livre directement à Kiev ses avions prêts à être pilotés par les pilotes ukrainiens, mais contre toute attente, le soir même de la livraison, la Pologne va soudainement vouloir déclarer mettre ses avions à disposition de l'OTAN en les livrant sur une de ses bases en Allemagne, ce à quoi les Allemands ont répondu en y opposant une fin de non-recevoir. Que personne ne se trompe, cette histoire d'avion est une ligne rouge absolue. Voilà pourquoi personne à l'époque n'a voulu se mouiller sur cette question, car des coups de téléphone ont été déclenchés comme ultime avertissement, sachant que l'armée russe, avec ses nombreuses armes hypersoniques, Sarmat RS-28 10-7-2, Zircon, Poséidon, a de quoi faire sauter n'importe quelle base de l'OTAN avant même que ceux-ci n'aient le temps de comprendre ce qui se passe. Pour répondre aux énigmes d'Emmanuel Todd, nous ne pouvons le faire sans entrer dans la parole de Dieu et la prophétie biblique. Elle nous permet de décrypter au-delà de la version officielle, bien au-delà de la version officieuse, c'est-à-dire la cause des causes, la vérité profonde, celle qui motive nos dirigeants à poser des actes irréfléchis en dépit du bon sens. Attention, la vérité est complexe, mais surtout terrifiante et hautement anxiogène. Si vous n'êtes pas prêt à encaisser cette vérité, c'est l'heure de quitter la vidéo. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là.
Et elle arrive. Apocalypse de Jean, chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. La milice croit que je suis Big Brother. Les chrétiens pensent que je suis Satan. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Bien, cette bête est fondée sur l'identité de 7 têtes, c'est-à-dire 7 pays. Je vais vous révéler l'identité de ces 7 nations. Mais avant, voici l'explication des 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Les 10 cornes correspondent à la division du monde en 10 biorégions par le Club de Rome le 13 septembre 1973, au travers du rapport Top Secret qui a fuité depuis, Regionalized and Adaptive Model of the Global World System. Ces 10 biorégions seront administrées par 10 gouverneurs lorsque la corne, c'est-à-dire l'antéchrist, viendra au pouvoir pour une durée de 3 ans et demi. Pour comprendre la dernière bête de l'événement, c'est-à-dire celle du nouvel ordre mondial, il faut d'abord comprendre ses origines, c'est-à-dire Daniel chapitre 7. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Bien, premièrement, il faut connaître le symbolisme biblique. La mer est le symbole des nations, de l'humanité. Ensuite, les 4 vents des cieux amènent chacun 4 grandes puissances. Les 4 vents sont responsables de la dynamique des fluides concernant le déplacement des masses d'air chaudes ou froides à travers le monde. Il faut lire le livre d'Enoch pour comprendre, ce sera l'objet de notre vidéo. Premièrement, il ne s'agit pas de Babylone, l'Empire Médo-Perse, les Grecs ou encore moins les Romains. Si vous avez la patience d'attendre, je vous expliquerai plus tard pourquoi cela ne peut correspondre avec les empires du passé. Le fait est que c'est une indication pour comprendre que les
4 puissances sont les principales forces qui dirigent le monde. J'ouvre une parenthèse. La façon la plus simple d'identifier ces 4 forces est de regarder à l'intérieur du plus haut organe de direction mondiale qui dirige. Le Conseil de sécurité permanent, les USA, la Russie, la France, la Chine et la Grande-Bretagne. Bien, le premier animal, le lion ailé dont les ailes d'aigle ont été arrachées puis mis debout. La figure du lion ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ? Bien, vous avez compris qu'il s'agit de la Grande-Bretagne. Je vous épargne des démonstrations supplémentaires, on a encore du pain sur la planche. Il faut désormais expliquer les ailes arrachées. Selon vous, quel est le pays qui représente le mieux les ailes d'aigle parmi les puissances permanentes du Conseil de sécurité ? Les États-Unis, bien sûr. Alors les puristes diront qu'il ne s'agit pas d'un aigle mais d'une pigarde à tête blanche. Sauf que cet animal fait partie de la famille des rapaces dit Accipitridae, dont l'aigle fait partie. Et oui, l'esprit de la prophétie ne se trompe jamais. Notez sur l'emblème présent sur toutes les agences et documents officiels, les flèches d'un côté et la branche de laurier de l'autre, nous y reviendrons plus tard. Quant à l'arrachage des ailes, il représente la prise d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Empire britannique par la guerre d'indépendance. Messieurs, une déclaration des représentants des États-Unis d'Amérique. Quand au cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont lié à un autre, Le deuxième animal, un ours qui se tient d'un seul côté avec 3 côtes dans la bouche à qui l'on ordonne de se lever et de manger beaucoup de chair. Dans l'historiographie des puissances, quelle est donc celle qui est représentée par l'ours ? Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. À ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours, alors moi-même j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Dans notre langage moderne, cela représente les armes nucléaires de dissuasion. Notez la parabole des griffes qui représente les armes nucléaires de dissuasion. Nous y reviendrons plus tard. Ours qui vient du mot Ursidae, c'est l'URSS qui s'est toujours tenu d'un seul côté, c'est-à-dire du côté est et qui n'a jamais pu s'étendre vers l'ouest. Les 3 côtes, ce sont les 3 hommes qui l'ont nourri de leur doctrine, Karl Marx, Lénine et Staline. L'ours se tient d'un seul côté, il s'est toujours contenté de sa zone d'influence. Il s'appuie sur ses pattes, c'est-à-dire sur sa force militaire. Les 3 côtes représentent également 3 événements qui ont nourri cette bête. La politique de collectivisation forcée des terres en Ukraine, qui causera l'Holodomor, de 5 à 7 millions de morts. En l'espace de 2 ans, de l'été 1931 à l'été 1933, 6 millions de soviétiques, dans leur immense majorité des paysans, moururent de faim au cours de la dernière grande famine européenne. 4 millions en Ukraine et dans les riches plaines céréalières du Kouban et du Don, majoritairement peuplées d'Ukrainiens, bien qu'administrativement rattachés à la Russie, 1,5 million au Kazakhstan et plusieurs centaines de milliers dans la région de la Volga. La deuxième côte correspond à la Grande Terreur, les déportations forcées au goulag à la moindre suspicion de 1937 à 1938, qui a fait plus de 750 000 morts. Je vous mets
en description un lien sur ces deux événements majeurs que sont ces deux côtes. Pour la troisième côte, la machine de guerre soviétique a consommé plus de 20 millions de ses hommes lors de la Seconde Guerre mondiale. Au sud de Moscou, où l'armée rouge stoppa la guerre éclair menée par l'Allemagne. Les préparatifs de l'attaque sur Koursk avaient pris 3 mois. L'engagement dura seulement 2 semaines. Au final, l'Allemagne perdit l'initiative et ne la reprit jamais. L'opération Citadelle, nom de code de la bataille de Koursk, fut la bataille la plus massive de l'histoire et probablement la plus décisive de toute la Seconde Guerre mondiale. De vastes armées furent déployées par les deux camps. Jamais auparavant on n'avait engagé autant d'hommes et de blindés. Le léopard à 4 têtes représente l'Union européenne née au traité de Rome en 1957 par ses 4 têtes, France, Allemagne fédérale, Italie et Benelux. Cette Union européenne a été conçue par ses 4 pères. Schuman, d'origine allemande, Monet, français, De Gasperi, italien, et Adenauer, Benelux. La forme du léopard fait référence au pays le plus puissant des 4, l'Allemagne, qui est le moteur économique de l'Union européenne par sa puissance industrielle et qui est à l'origine de la rédaction de la grande majorité de l'ensemble des textes fondateurs de l'Union européenne. Parce qu'en fait, vous savez, l'Union européenne n'a pas été créée pour être une Europe puissance. En fait, il faut savoir que... à l'origine, c'est économique. Oui, mais enfin que les anglo-saxons ont joué un très grand rôle. Je rappelle les travaux d'un universitaire américain qui s'appelle Joshua Paul, ou pas Joshua, j'inverse toujours, qui a montré les sources de financement des années 50 des anglo-américains pour promouvoir l'Europe unifiée. Effectivement, les élites allemandes, vraiment je cherche à dissocier le peuple allemand qui est hors course et autant victime que nous. Les élites allemandes, celles qui souhaitent une Europe forte, là elles sont dans la dernière ligne droite avec Macron qui veut favoriser la mise en place d'une gouvernance économique de l'euro. Bon. J'ai pu montrer dans d'autres bouquins que les textes clés de la construction européenne, régionalisation, etc., sont européens, mais en fait allemands. La charte de la régionale, la régionalisation, si on est passé de 22 à 13 régions, à l'origine c'est un principe voulu par l'Allemagne. C'est un sujet extrêmement long et éminemment complexe qui nécessite des bases en géopolitique de haut niveau et plusieurs heures de traitement à lui seul. Je vous mets un lien vers des vidéos synthèses de l'Atlas du mondialisme par Pierre Hillard pour les plus curieux, afin de comprendre la mécanique complexe qui agit en coulisses pour arriver au résultat de création de blocs supranationaux tels que l'Union européenne. L'Allemagne fédérale fabriquera juste après la naissance de l'Union européenne le premier char de combat dit Panzer Leopard 1 qui fait tant parler de lui en ce moment et dont la distribution sur le terrain ukrainien participera au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale qui arrive. L'armée ukrainienne en est bien consciente. Elle a d'ailleurs fait pression sur les chancelleries occidentales ces derniers mois pour lui livrer du matériel de pointe. Grâce à l'aide occidentale, l'Ukraine est parvenue à contrer la puissance de feu russe. Mais ces armes ne suffisent plus. Kiev réclame des chars Léopard de fabrication allemande. La journée de mardi a été marquée par la visite surprise du ministre allemand de la Défense à Kiev. Boris Pistorius a annoncé l'envoi d'au moins 100 chars Léopard de première génération, une livraison qui se fera en commun avec les Pays-Bas et le Danemark. Une indication prophétique supplémentaire de l'influence colossale de l'Allemagne qui est le Panzer Leopard, le corps économique, politique et industriel de l'Europe qui soutient les 4 têtes qui exercent le leadership de l'Union européenne sous patronage allemand.
Bien, avant d'entrer dans la description de cette quatrième bête, je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Il ne s'agit pas de l'Empire romain. Suite à la théologie de Darby sur l'enlèvement pré-tribulationniste, voire la vidéo sur la Grande Tribulation, Scofield a intégré dans de nombreuses traductions bibliques des commentaires erronés où l'on considère le lion ailé comme étant Babylone, l'ours comme étant les Perses, le léopard comme étant les Grecs, et la quatrième bête aux ongles d'airain et aux dents de fer comme étant l'Empire romain. C'est tout simplement faux. Si vous lisez Daniel 7, versets 9 à 12, qui concerne le jugement de ces bêtes à la fin des temps, vous constaterez que les bêtes sont jugées les unes en présence des autres. La dernière bête est brûlée au feu, les autres bêtes sont dépouillées de leur force et une prolongation de vie leur est accordée. Il s'agit du millénium. Je ferai une vidéo à ce sujet un jour. Ensuite, la traduction de l'araméen la plus correcte au sujet du verset 7. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent des animaux précédents. Le terme précédent doit se traduire par en présence de. Et les mots que nous voudrions mettre en évidence maintenant sont les mots qui apparaissent à votre écran. C'est le mot araméen en présence de. En présence de est en français, bien sûr, mais le mot araméen est kodem. Et le mot kodem veut dire en présence de. Dans la Bible anglaise, quand vous lisez ce texte, il sera marqué il était différent de tous les autres animaux précédents et on marquera le mot before. Before qui veut dire devant. Il a donc la signification d'être en présence les uns des autres et non pas nécessairement qui vient avant, mais en présence de, comme dans l'expression anglaise, I am talking before you. Je parle devant vous, en présence de vous. Et c'est le mot de la concordance Strong que vous pourrez vérifier. C'est le numéro 7223 qui nous montre que ce mot précédent vient changer entièrement le sens de notre compréhension de ces quatre animaux qui sont en présence les uns des autres. Ils le sont à un moment qui ressemble étrangement à notre époque. Bien. Quelle est donc la dernière bête? Celle qui mange tout ce qui reste, c'est-à-dire qui domine sur le reste du monde, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Écoutez et regardez attentivement la scène qui va suivre. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance.